Nous parlions avant d'entrer en direct de Netanyahou et de sa visite aux États-Unis. Il veut s'entretenir avec Donald Trump et son administration. Très probablement, il cherche à les convaincre d'attaquer l'Iran ou d'obtenir une forme de garantie pour Israël. Si Israël décidait d'attaquer en premier, selon vous, qu'est-ce qu'il cherche vraiment à obtenir? Exactement ce que tu as dit, je pense. Il a déjà été repoussé, d'une certaine manière. On ne lui permet pas de séjourner à Blair House, ce qui est presque, tu sais, pour le Premier ministre israélien, une évidence. Et je ne pense pas que Donald Trump soit enclin à être très amical avec lui. En même temps, je ne vois pas comment il peut se sortir de cette situation. Il a mis en place une situation maintenant, essentiellement, je pense, et je le crois vraiment, pour enfermer Netanyahou dans une impasse et trouver une sorte d'arrangement avec l'Iran qui n'impliquerait pas un conflit majeur. Peut-être qu'ils discutaient en parallèle, ou du moins que les États-Unis suggéraient « Oh, on larguera quelques bombes, vous en larguerez quelques-unes, on s'assurera de coordonner les cibles et tout le reste, puis on arrêtera là. » Et c'est tout ce qu'il nous reste à faire. L'Iran, je ne pense pas, voulait non plus avoir quoi que ce soit à voir avec cela, comprenant à quel point les États-Unis étaient dignes de méfiance, même à l'époque. Et je ne pense pas que Netanyahou ait envoyé le moindre signal indiquant qu'il acceptait quelque chose de ce genre non plus. Donc maintenant, ils vont, tu sais, avoir une sorte de réunion pour se creuser la tête, je suppose. Et les têtes vont être meurtries en se heurtant. Et Netanyahou va insister. Et on m'a dit, je n'ai aucun moyen de le vérifier, Nima, mais on m'a dit par des personnes avec qui j'ai discuté de ce genre de choses par le passé et que j'ai trouvé fiables, que Netanyahou va apporter avec lui des dossiers Epstein. C'est-à-dire qu'il va apporter des éléments qu'il peut révéler, des choses liées à Donald Trump ou à la famille de Donald Trump. J'en viens très vite à Melania, et il va s'en servir, si nécessaire, pour convaincre Trump de faire exactement ce que Bibi veut qu'il fasse. Je n'ai aucune idée de la façon dont cela va se terminer. Je ne pense pas une seconde que Trump ait la trempe, le courage ou l'intelligence, je devrais dire, pas la sagesse, de défier Netanyahou de manière habile, peut-être en lui disant une chose et en faisant une autre. Mais je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je pense que nous sommes en train d'assister à quelque chose que je ne pensais pas voir, une utilisation réelle de cette force que nous avons rassemblée autour de l'Iran. Et donc, ce à quoi nous assistons également, c'est une attaque dévastatrice contre Israël. Bibi va obtenir tout ce qu'il demande, et même plus, et probablement une attaque contre les actifs régionaux des États-Unis. Je pense que l'Iran, une fois que cela commencera, si nous le déclenchons vraiment de manière flagrante, va nous donner tout ce qu'il a. Et quand je dis nous, je veux dire Israël et nous dans la région. Nous faisons donc face à la possibilité d'un conflit qui devient totalement incontrôlable, qui prend une dimension régionale très rapidement, puis qui se propage à l'Ukraine et à d'autres conflits potentiellement prêts à éclater en ce moment. En particulier avec la Russie et la Chine qui se dirigent vers la région pour s'y joindre, pour ainsi dire. Nous faisons face à une guerre générale, ce qui n'est pas une bonne perspective pour la planète. Larry, penses-tu que certaines personnes au sein de l'administration Trump sont conscientes du risque d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient et de l'escalade ou de la poursuite du conflit? Je suppose qu'un tel conflit serait une guerre d'usure, comme celle que nous voyons en Ukraine. Ont-ils conscience de cela ou veulent-ils agir si rapidement, ce qui, à mon avis, n'est pas possible? C'est ainsi que je perçois ce qui se passe dans l'esprit des décideurs en Iran.
Eh bien, les militaires, du moins certains d'entre eux, les colonels et lieutenants-colonels encore en service actif et qui ne sont pas partis, sont conscients de la difficulté extrême de cette situation, quelle que soit la configuration envisagée. Ce que vous pourriez appeler une attaque limitée, ou bien une attaque sans aucune restriction. Chaque variante entre l'attaque limitée et l'attaque totale présente ses propres inconvénients. Et dans chaque cas, à l'exception peut-être de celles sur lesquelles, d'après ce que j'ai entendu, ils travaillaient. Je fais ceci et tu fais cela, je fais ceci et tu fais cela, puis on arrête là. Cela aurait probablement pu être réglé, comme cela l'avait été auparavant, je pense. C'était effectivement déjà le cas auparavant. Mais toute autre permutation entre l'attaque limitée et l'attaque totale, qui soit authentique, qui ne soit pas préalablement coordonnée, pour ainsi dire, cela va être un désastre créé de toutes pièces. Et je dirais que cela va probablement faire monter les choses sur l'échelle de l'escalade jusqu'à une attaque générale et une conflagration générale. La Russie et la Chine pourraient bien y être impliquées. La Russie y sera certainement, et la Chine sera juste à ses côtés, dans le cadre de cet exercice où elles envoient des navires de guerre opérer à proximité immédiate des forces navales américaines. Et il y a la possibilité que toutes sortes de missiles traversent le ciel. Des missiles capables de couler ces navires de guerre, ces porte-avions et d'autres choses du même genre. Ce n'est pas une situation souhaitable à développer. Et j'espère revenir à votre question. Le Pentagone compte des personnes qui comprennent cela. Ils savent que ce n'est pas un jeu facile, pour ainsi dire, et qu'il pourrait s'agir d'une situation très difficile dont ils ne se sortiront pas rapidement. Il y a d'autres éléments à leur programme qui seront fortement affectés si cela se transforme en guerre totale. Souvenez-vous de la façon dont nous sommes entrés en Irak en 2003. Nous y sommes allés avec trop peu de force. Nous ferions certainement la même erreur avec l'Iran. Nous y sommes allés sans aucune compréhension des personnes avec lesquelles nous allions travailler. Ce sera absolument vrai dans cette région avec l'Iran et ce sera antagoniste sur toute la ligne. Nous y sommes allés sans compréhension et sans plan pour l'après-coup, pour ce qui allait se passer une fois le choc et la stupeur initiaux dissipés. Avec l'Iran, ce sera doublement, triplement le cas. Alors qu'est-ce qui nous attend après cela? Un désastre. Je ne vois pas d'autre mot pour le décrire. Un désastre pour les deux camps, ce qui rend cette proposition si terrible. La seule chose positive qui pourrait en découler, Nima, la seule chose positive, serait l'élimination de l'État d'Israël. Il semble que Netanyahou le sache et qu'il veuille prendre ce risque avant même de quitter le pouvoir en Israël. J'aurais bien du mal à te contredire. Vraiment. Je pense que c'est sur sa liste de choses à faire avant de mourir, comme la dernière étape, et que s'il ne le fait pas, il préférerait encore mourir en essayant de ne pas le faire. Il est donc prêt à se suicider pour cet ultime et dernier acte de sa longue présidence, ou de son mandat, de son leadership, peu importe comment on veut l'appeler. Vous savez, il semble qu'on ait entendu aux informations que Netanyahou va demander à Donald Trump de donner à Israël l'autorisation d'agir librement sur le plan militaire. On dirait même qu'il veut proposer à Trump que s'ils parviennent à un accord, celui-ci doit inclure cette autorisation. En gros, qu'Israël puisse attaquer l'Iran à tout moment, dès qu'il le décide. Désolé, c'était mon téléphone qui interférait. Oui, Larry, c'est ce qui semble se passer dans l'esprit de Netanyahou. Penses-tu que si quelque chose, supposons que les négociations avancent un peu, je ne sais pas,
Aujourd'hui, le chef du Conseil de sécurité iranien est allé à Oman, puis au Qatar. Il a parlé avec le commandant d'Ansarullah au Yémen. Il mettait en garde l'administration Trump à propos de la visite de Netanyahou aux États-Unis pour ne pas se laisser manipuler par lui. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un à Washington qui comprenne, qui entende ce dont parle la partie iranienne. Eh bien, je pense que les Omanais jouent un rôle de bons médiateurs dans la région. Et il y a aussi d'autres acteurs régionaux qui remplissent cette fonction, ce qui signifie simplement qu'ils sont les intermédiaires les plus dignes de confiance pour toutes les parties dans tout conflit concernant cette région. Et le fait qu'ils soient aussi inquiets qu'ils le sont à ce sujet est un signe important que nous pourrions bien être en train de foncer droit en enfer. Et je ne, disons-le ainsi, si j'étais dans cette délégation de diplomates à Oman, et en particulier le ministre des Affaires étrangères, qui a déclaré de manière très ferme et très différemment de tous les autres dans ce domaine en Asie du Sud-Ouest ou aux États-Unis, qu'Israël est le principal problème de la région, ils doivent probablement être aussi frustrés que n'importe qui d'autre. Ils ne voient rien qu'ils puissent faire à ce sujet, si ce n'est continuer à offrir leurs bons offices et à parler avec toutes les parties. Et cela inclut aussi les pays arabes, pas seulement l'Iran et pas seulement les États-Unis. Ils s'arrachent littéralement les cheveux, car ils en sont arrivés à un point où ils voient ce que toi et moi voyons, ce dont nous parlons depuis un moment, et ils ne voient aucune issue. Et ils savent, je pense, que cela va être désastreux. Ce n'est pas seulement un désastre pour un camp ou pour l'autre, c'est un désastre pour tout le monde. C'est même un désastre pour eux et pour les pays qui les entourent. Il n'y a aucun avantage pour aucune partie dans cette situation, ce qui la rend finalement si stupide. Sans parler du fait que l'Iran ne représente aucune menace pour les États-Unis et que nous menaçons pourtant de l'attaquer. Ce n'est pas seulement le fait que Scott Bessent se soit transformé en un véritable personnage à la Netanyahou, en se vantant des sanctions qui mettent les enfants iraniens à genoux. Ce n'est pas seulement le fait que les États-Unis s'y emploient depuis la chute du Shah. Ce n'est pas seulement le fait que nos sanctions sont des actes de guerre, à plusieurs reprises, des actes de guerre, et que l'Iran a tout à fait le droit d'y répondre par un acte de guerre. Ce n'est pas seulement le fait que les États-Unis soient une puissance plus grande que l'Iran, mais aussi le fait que l'Iran dispose ici d'un avantage en raison de sa position dans la région. Il a construit cela au cours des 20 dernières années, surtout des 10 dernières. Ses capacités aujourd'hui et ses alliés aujourd'hui. Tout cela ressemble un peu à ce dont parlait Barbara Tuchman dans La Marche de la Folie. C'est comme si chaque participant, chaque co-belligérant, chaque parti, à l'exception des diplomates comme les Omanais qui essayent d'arrêter cela, avançait vers cette issue, les yeux grands ouverts, mais sans cervelle. Et si nous allons de l'avant avec cela, sous quelque forme que ce soit, que nous jugerions décisive ou que nous tenterions de rendre telle, ce sera une catastrophe. Et quand tu fais cela, Nima, en termes militaires, tu commences puis tu n'obtiens pas ce que tu veux. Alors tu redoubles, puis tu triples, puis tu quadruples la mise. Eh bien, au moment où tu atteins la triple mise, les États-Unis sont à court, simplement à court. Nous n'avons plus rien. Donc si l'Iran persiste, si l'Iran tient bon et entre-temps détruit l'État d'Israël, détruit complètement l'État d'Israël, que faisons-nous? Que faisons-nous à la fin de tout cela? Nous aurons probablement dévasté l'Iran pour le moment. Je veux dire, ils peuvent se réfugier sous terre. Nous n'allons pas tuer beaucoup parmi 90 millions de personnes. Mais eux, ils vont en tuer un nombre appréciable. Et ils vont causer de gros dégâts à l'Arabie saoudite, de gros dégâts aux marchés pétroliers mondiaux, de gros dégâts à notre marine, de gros dégâts à notre armée de l'air, de gros dégâts. Comme je l'ai dit,
Il pourrait même éliminer Israël. Espérons qu'Israël ne se tournera pas vers l'arme nucléaire quand ils en arriveront là. Qui sait? Qui va gagner dans tout ça? Où est le vainqueur? Oui, exactement. C'est une bonne question, une excellente question. Voici ce que Donald Trump vient de dire il y a quelques instants, que l'Iran ne possédera pas d'armes nucléaires ni de missiles balistiques. Le journaliste lui a demandé, « Larry, êtes-vous en train de dire que l'Iran doit abandonner son programme de missiles balistiques ?» Et il a répondu, « Oui, et ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. » Je ne sais plus s'il sait de quoi il parle. Je pense cela depuis longtemps. Je ne suis pas sûr qu'il sache de quoi il parle à un moment donné, sur n'importe quel sujet. Il ne sait tout simplement pas de quoi il parle. Il n'a aucun dossier parce que personne ne lui en fournit. Et si on le fait, il le rejette et sort dire tout ce qui lui passe par son esprit moral délicieux, comme il l'a appelé. Je ne sais pas comment on peut gérer une personne comme ça quand on est de l'autre côté de la table de négociation. Cela doit être extrêmement frustrant pour les gens à Moscou et à Téhéran, et d'ailleurs, ailleurs dans le monde. J'ai participé ce matin à un webinaire avec le Quincy Institute et nous parlions de l'Union européenne, essentiellement de ce que l'UEBR essaie de faire à propos de la Bulgarie. Nous avions une femme politique bulgare à l'émission, une femme très éloquente. Nous avions aussi Wolfgang Strik et Lord Sedelsky. C'était l'un des meilleurs webinaires que j'ai jamais écoutés. Mais encore une fois, c'était une explication de la manière dont l'Europe, et en particulier l'UE member, est complètement dysfonctionnelle et de la façon dont le monde l'est aussi, en partie à cause de cette administration. Et cela n'a pas commencé avec eux. Cela a commencé avec Joe Biden. Cela a commencé encore plus tôt. Tout a commencé quand Papa Bush a été écarté de l'entourage et que nous nous sommes retrouvés avec tous ces présidents idiots. Mais malgré tout, ils ressentent la même angoisse vis-à-vis de l'Europe que celle que j'éprouve en ce moment à propos de l'Asie du Sud-Ouest. Nous n'avons même pas parlé de l'Asie du Sud-Ouest. Mais il me semble que nous nous trouvons dans une situation très similaire, pour des raisons différentes et dans des circonstances de pouvoir certes distinctes, à celles de 1913-1914. Nous marchons vers la folie. Nous avons des dirigeants qui ne savent pas ce qu'ils font. Nous avons des conseillers de ces dirigeants qui ont des arrière-pensées, la plupart fondées sur l'argent et la finance. Et nous avons une toile obscure qui les entoure tous, et nous allons tuer beaucoup de gens. Et nous allons le faire avec nos différentes armées. Et bien sûr, cela fait si longtemps que nous tuons des gens avec nos sanctions que je ne blâme pas les Iraniens de vouloir riposter contre nous. On ne pourrait pas inventer une telle situation, comme je l'ai dit tant de fois. Nous y réfléchissons vraiment. Et par-dessus tout, l'un des intervenants de ce matin a souligné le fait que nous n'avons désormais plus aucun traité nucléaire. Puis quelqu'un a mentionné que Donald Trump veut s'engager dans ce domaine sans aucun traité sur les armes nucléaires et a permis que tout cela se produise sous sa présidence, principalement avec la fin de START et du traité INF auparavant, parce qu'il veut instaurer un tout nouveau régime. Eh bien, c'est merveilleux. C'est merveilleux. C'est ce que je dis depuis le début. Nous avons besoin d'un tout nouveau régime et nous devons y inclure la Chine. Nous devons inclure d'autres États nucléaires et finalement tous les États nucléaires. Et il semble dire qu'il le souhaite. Très bien. Comment ce dont nous parlons en ce moment, Nima, va-t-il favoriser et encourager ce processus? Nous avons un type au Moyen-Orient nommé Bibi, qui est à Washington en ce moment et qui pourrait être le premier à utiliser une arme nucléaire par colère depuis que nous l'avons fait en 1945. Et nous parlons avec notre président d'un tout nouveau régime d'armes nucléaires, de traités pour tout le monde et ainsi de suite.
C'est absurde. La main gauche ne sait pas ce que fait la main droite. Larry, penses-tu que l'administration Trump soit traversée par une certaine division, ou bien les vois-tu agir main dans la main? D'une certaine manière, ils semblent unis. Ils savent ce qu'ils veulent tirer du conflit en Asie de l'Ouest. Nima, tu viens de mettre le doigt sur, je pense, l'une des carences les plus marquantes et les plus paralysantes de l'administration Trump. Laisse-moi t'expliquer ce que je veux dire par là. Ta question est de savoir s'il y a unanimité en matière de sécurité et de politique étrangère. Oui, il y en a une, mais c'est une façade. C'est un groupe de personnes qui prétendent qu'il y a unanimité parce qu'elles sont des courtisans et qu'elles ont une peur bleue de Donald Trump. Et cela va de Tulsi Gabbard à Pete Hegseth, en passant par Pam Bondi, Kash Patel et Bannon. Tu peux tous les citer. Ils ont tous peur de Trump. Donc oui, il y a unanimité, il y a conformité, ils sont tous d'accord. Mais en dessous, il y a probablement une lutte qui se joue entre beaucoup d'entre eux et leurs proches. Faut-moi et pas pense qu'il est fou. Mais personne ne va dire ça. Surtout qu'il semble que les élections de mi-mandat vont être une perte colossale pour le Parti républicain. Personne ne va dire ça. Peut-être qu'au moment où presque 50%, voire plus, des républicains actuellement au Sénat et à la Chambre comprendront qu'ils vont probablement perdre leur siège, quelqu'un finira par se réveiller et provoquer un peu de cohésion, un mouvement de réaction. Pour l'instant, il n'y a que des gens comme Tom Massey et un ou deux autres qui disent des choses. Et ils les disent, dans bien des cas, parce qu'ils s'en vont, qu'ils ne seront plus là. Mais s'ils continuent à examiner les sondages de près, et que les sondages continuent de chuter, encore et encore, et qu'il n'y a aucune anticipation, et j'espère bien qu'il n'y en aura aucune, que Trump reporte les élections de mi-mandat ou les déclare nulles et non avenues ou quoi que ce soit d'autre, alors il faudra bien qu'il y ait une réaction. Mais pour l'instant, personne n'est prêt à le contrarier. Personne n'est prêt à se lever et à dire « Monsieur l'Empereur, vous êtes nu, vous n'avez pas de vêtements. Comprenez-vous les problèmes que vous nous avez créés ?» Non, ils ne sont pas prêts à dire cela. Il y a donc une unanimité au sein de l'administration. On a même Tulsi Gabbard, de toutes les personnes possibles, qui joue le rôle de principale flagorneuse. Tu sais, je n'ai rien fait de mal, et Donald Trump non plus. Nous nous entendons très bien. Et puis, quand on ajoute le documentaire de Melania, ça donne presque la nausée. Vraiment. Et ensuite, réaliser que ce documentaire était probablement lié et faisait partie intégrante du véritable problème ici, à savoir détourner l'attention de tout le monde d'Epstein. Je suis convaincu que c'est exactement ce qu'est le comportement belliqueux de Trump. Une tentative de nous distraire d'Epstein. Il n'aime pas ce qui se passe avec Epstein, soit à cause de sa femme, soit à cause de lui-même, soit les deux.